Élisée Reclus nous donne aussi des leçons de résistance écologique et de douceur engagée. Du point de vue d'Élisée Reclus, le bonheur n'est pas dans la vie sociale, mais dans l'immersion et la contemplation de la nature. Je le cite, « J'étais triste, abattu, las de la vie. La destinée avait été dure pour moi, elle avait enlevé des êtres qui m'étaient chers, ruiné mes projets, mis à néant mes espérances. Des hommes que j'appelais des amis s'étaient retournés contre moi en me voyant assailli par le malheur. L'humanité tout entière, avec ses intérêts en lutte et ses passions déchaînées, m'avait paru hideuse. Je voulais à tout prix m'échapper, soit pour mourir, soit pour retrouver dans la solitude ma force et le calme de mon esprit. Sans trop savoir où me conduisaient mes pas, j'étais sorti de la ville bruyante et je me dirigeais vers les grandes montagnes dont je voyais le profil dentelé l'horizon. » Histoire d'une montagne, donc Élisée Reclus. On peut voir, à mon sens, au moins quatre thèmes se dessiner à travers ces belles lignes, tous se rapportant directement à la société. D'abord, le malheur vient non pas de la solitude, mais du rapport à autrui, rapproché du célèbre « L'enfer, c'est les autres », du personnage de la pièce de Sartre, le garçon dans Huis clos, tout en sachant que Sartre ne pensait pas que l'enfer, c'était les autres, et que cette célèbre phrase, trop célèbre à mon goût, ne conclut pas la pièce. Bon. Deuxième point, la nature est pour Élisée Reclus à la fois belle et rassurante. Elle constitue donc un refuge idéal pour les hommes ayant besoin de se protéger de la vie sociale génératrice de souffrance. Troisièmement, la liberté n'est pas dans la vie sociale, mais dans le retour à la nature, thème récurrent chez les écrivains anarchistes. On retrouve ainsi ces idées développées par Thoreau. Enfin, quatrièmement, la nature est à même de ressourcer l'âme et de faire à nouveau entrevoir l'espoir, autrement dit, de redonner un sens au mot « avenir », d'où les métaphores de l'horizon, dégagées par la hauteur des montagnes. L'écrivain géographe illustre à la fois une forme de révolte et une utopie dans sa quête de bonheur et son désir d'apaisement, de retour à l'origine. Ce retour prend toujours la forme, chez tous ceux qui ont un jour expérimenté une renaissance, d'un retour à des douceurs oubliées que l'on croyait, à tort, perdues. Posons-nous la question, et si la retenue se donnait pleinement sa puissance, la puissance dont elle est capable, dans la mesure? Il me semble que l'amour et la musique en sont des expériences assez directes. Dans la caresse comme dans la mélodie, et n'importe quel baiser en est une, la douceur ne s'opposant ni à la puissance d'agir, ni à la force des images. Au contraire, elle est le langage privilégié de l'intensité. La profondeur, dans certains cas, se confond avec la surface des choses, qui contient alors l'essentiel. La caresse est une douceur adressée à la totalité d'un être, corps et âme, mais elle prend et donne à la fois. Elle prend en donnant. Elle n'a pas d'autre profondeur que la douceur de la peau. Certes, elle s'adresse à l'autre, mais elle est, grâce à la magie de la douceur, un message qui est reçu en même temps qu'il est envoyé. La peau est une profondeur en surface. Son immanence, c'est l'intentionnalité. On ne caresserait pas un corps sans peau, ce qui prouve qu'elle ne renvoie à rien d'autre qu'elle-même et que le sens de la caresse est la liberté incarnée qu'il accepte ou non. La profondeur est déjà tout entière présente dans le contact à la fois doux et puissant. Voilà donc un domaine où l'éternelle et fausse opposition entre l'apparence et la vérité perd tout son sens et son efficacité. La douceur offre finalement une intensité que la brutalité interdit. Je conclurai en disant que certes on pourrait développer le thème de la douceur à travers le langage, mais on s'apercevrait assez vite que les trois ouvertures que j'ai proposées, les gourmandises, les paysages, l'amour, présupposent en réalité une manière d'en parler qui appartient au langage, si bien que la douceur des mots est comme leur condition de possibilité. Dit autrement, la douceur décrite n'est sans doute possible que parce que l'on choisit de les faire exister, de vivre notre rapport au monde dans une douceur qui commence avec la manière de les dire. Les mots doux font exister doucement les choses,
La douceur est donc une sorte d'engagement particulier, à la fois très personnel et facile à partager, dans une forme de chaleur, de bien-être non sérieux. Il n'y a pas de leçon de douceur à donner, encore moins de recette, puisque rien n'est moins libre et spontané que cet engagement.